À l'origine d'un des plus grands mythes modernes se trouve l'une des éruptions volcaniques les plus importantes de notre histoire. Le soir du 5 avril 1815, le volcan Tambora, situé sur l'île indonésienne de Sumbawa, entre en éruption et injecte 60 millions de tonnes de soufre dans la stratosphère qui voyageront tout autour de l'hémisphère nord et seront à l'origine, surtout en Europe et aux États-Unis, de la fameuse année sans été de 1816. Dans la nuit du 16 juin de cette même année, Lord Byron, Percy Shelley et leurs compagnes respectives sont installés dans une villa au bord du lac Léman. Ils sont tous lassés de cet été froid et très craignos et ils décident de s'adonner à l'un de leurs petits plaisirs, un concours d'histoire d'horreur. C'est ainsi que vont naître les prémices d'un des plus grands mythes modernes. L'histoire d'un homme, Victor Frankenstein, qui tentera de créer la vie dans un mélange d'alchimie et de folie. 2 ans plus tard, en 1818, sort la toute première histoire et probablement la plus notable de l'autrice Mary Shelley, Frankenstein ou le Prométhée moderne. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas ce personnage et encore moins l'histoire de ce livre, laissez-moi vous faire un bref résumé de ses débuts. À savoir que l'histoire que vous pensez connaître peut s'avérer être assez différente de la première écriture. J'y reviendrai un peu plus tard dans ma vidéo. Victor Frankenstein est un garçon plein de vie qui aspire à construire quelque chose de grand. Poussé par son père à faire de grandes études, il se passionne très tôt à son arrivée à l'université pour la physique-chimie et ses dérives occultes comme le transhumanisme et le galvanisme. Science qui consiste à modifier le corps humain et à stimuler celui-ci avec des courants électriques. Élève brillant qui dépasse très vite ses enseignements, il va passer des soirées et des nuits sur un projet très personnel, très secret, qui donnera par la suite naissance à la créature que nous connaissons tous, le monstre de Frankenstein. Victor, le créateur, se détache rapidement de sa créature par dégoût et par peur de ce qu'il a créé. Lorsqu'il revient à la raison quelques semaines plus tard, le monstre a disparu et cette histoire semble être derrière lui, mais son passé le rattrape très vite lorsqu'il retourne chez lui visiter sa famille. La créature rôde dans les parages et semble être à l'origine d'un meurtre et de bien d'autres méfaits. En tout cas, Victor Frankenstein en est convaincu. Au centre de cette histoire se trouve une créature sans nom, née de la science et de la folie d'un homme, un mélange de vie et de mort, un morceau de cadavre et d'électricité. 2,40 m de chair jaune et de muscles, une chevelure longue et noire, des yeux obscurs et vides. Au-delà de son apparence hideuse qui a poussé son créateur et les autres humains à s'en éloigner, la créature est un être doué de sens et de ressenti. Elle apprend seule tous les aspects de la vie, observe en silence, dans l'ombre de ceux qui pourraient la juger. On ne naît pas mauvais, on le devient. C'est d'autant plus vrai pour cet être qui n'a pas demandé la vie, mais qui est forcé de la subir car traité comme un monstre. Parmi les nombreuses adaptations que l'on compte pour le mythe de Frankenstein, s'en trouvent des bonnes, même des très bonnes, non pas forcément par leur proximité avec le message de l'autrice, mais par leur originalité ou leur qualité. À vrai dire, peu des œuvres dont on va parler aujourd'hui ont réellement retransmis l'idée de Mary Shelley. En 1910 sort la première adaptation, un film de 13 minutes, un film muet qui pose les bases de la dérive du mythe au cinéma. Même si la production a des moyens limités, la scène de la création du monstre va marquer les esprits. Mis à part les cheveux longs, la créature reste assez éloignée de son apparence première. Le film se concentre tout de même sur l'horreur de la création scientifique et la tragédie que suit cette histoire. En 1931 sort l'adaptation principale de cette histoire et le premier volet de la trilogie de Frankenstein. C'est l'une des adaptations les plus connues qui inscrit Universal Studios comme le studio incontournable de films d'horreur et ouvre la voie à des adaptations tout aussi gothiques de l'univers fantastique, que vous connaissez sûrement, Dracula, la momie ou l'homme invisible. Le monstre, qui est joué à cette époque par Boris Karloff, est la figure centrale de l'œuvre. Le jeu de l'acteur et l'aspect de la créature, qui a des boulons dans le cou, la tête carrée, donnera le ton pour les prochaines adaptations. La relation qu'il a avec son créateur est très largement simplifiée. Le studio cherchait surtout à adapter ce livre en film d'horreur. Alors une chose certaine, pour l'époque c'est réussi, mais le fond de l'histoire se perd et laisse uniquement place à un être grognant et meurtrier. Victor Frankenstein, montré comme un scientifique fou et incontrôlable, qui, comme dans le roman, rejette injustement sa création, provoquant sa colère et sa vengeance. À sa sortie, et heureusement pour le studio, le film est un grand succès commercial. La créature effraie et inspire des générations de réalisateurs. Malheureusement, le film contribue à imposer une image faussée du monstre dans l'imaginaire collectif. Non, le monstre de Frankenstein ne ressemble pas à une boîte de conserve géante. Anecdote intéressante, le tout premier pacemaker a été créé grâce à ce film de 1931, grâce à l'histoire de Frankenstein. Le créateur, Earl Bacon, dira « J'ai été frappé par le fait que l'électricité, correctement employée, pouvait servir à bien d'autres choses que d'allumer simplement une ampoule. » Deuxième film de cette trilogie, et film tout aussi important pour l'histoire de Frankenstein au cinéma que le premier, La fiancée de Frankenstein, sorti en 1935, toujours avec Boris Karloff qui incarne la créature, et toujours avec James Whale aux manettes. Après avoir violemment été jeté d'un moulin, Victor Frankenstein se retire de la vie scientifique après ses mauvaises expériences, mais est rapidement rattrapé par son passé, lorsque l'un de ses anciens collègues, obsédé par ses travaux, lui demande de créer une fiancée pour le monstre. Comme il l'a fait la première fois
que la créature lui a demandé dans le livre, le scientifique refuse, mais on lui force un peu la main. Il finit par accepter sous la pression et créera à Frankenstein une fiancée, ce qui va pas changer grand chose à vrai dire parce que le film va se terminer une nouvelle fois sur une note tragique. La réception de ce film pousse les studios à réaliser un troisième film qui finira de constituer cette trilogie. Le fils de Frankenstein sort en 1939 et sera du coup le dernier film de cette trilogie et le dernier film avec Boris Karloff. Le film ouvre sur une dimension un peu plus familiale, un peu plus soft et apporte de nouveaux personnages comme Igor et Wolf Frankenstein, le fils de Frankenstein, incarnés respectivement par Bela Lugosi et Basil Rathbone. À savoir que c'était des gigastars, donc ça montre vraiment la crédibilité du film et de son univers à cette époque. Pour ce qui est du film, Wolf, qui est le fils de Victor Frankenstein et non de la créature, revient dans la ville de son père pour récupérer son héritage. Il se rend rapidement compte que son paternel a très mauvaise réputation ici, sous le sens, et il va finir par rencontrer Igor qui le pousse à redonner vie à la créature. Wolf hésite entre répéter les erreurs de son père et accepter, ou suivre sa propre voie. Et comme vous en doutez, tout se termine sur la même note tragique que les deux précédents volets. Sinon, c'est pas drôle. Et je pense que les studios avaient quand même l'objectif de respecter l'histoire principale, tout du moins sa morale, tout en inventant une nouvelle histoire. La raison pour laquelle je vous parle de cette trilogie, c'est aussi parce que c'est une des plus importantes à propos de ce mythe. S'il y a un point de départ à l'histoire de Frankenstein au cinéma, c'est grâce à ces trois films. À savoir que Universal Studios désirait déjà à cette époque vouloir constituer un univers entier du monstre au cinéma. Après le succès de la première trilogie sur le monstre de Frankenstein, ils veulent créer rapidement des univers combinés et laissent carte blanche à de nombreux réalisateurs pour proposer des films qui réuniraient Dracula, les loups-garous, Frankenstein, l'homme invisible et tout le reste. Ce qui n'a pas toujours donné des bons résultats. Cette série commence avec le film Le Fantôme de Frankenstein qui est sorti en 1942 avec celui qui jouait quelques années plus tôt Dracula, Bela Lugosi, qui incarne cette fois-ci Igor. Lon Chaney Jr. joue à son tour la créature juste après Boris Karloff qui a refusé de revisser les boulons une nouvelle fois pour incarner son personnage. Attention, en 1943, Frankenstein rencontre le loup-garou, un spin-off qui se veut sérieux et horrifique, mais qui est trop surjoué et patauge dans le kitsch. On a ensuite sur les prochaines années de nombreuses adaptations comme La Maison de Frankenstein, La Maison de Dracula en 44 et 45, et un dernier film d'Universal Studios, Abbott et Costello rencontrent Frankenstein, qui est considéré comme l'un des plus mauvais films sur l'histoire de Frankenstein. Donc après 1948, Universal abandonne le monstre Frankenstein dans sa version classique. D'autres studios vont plus tard faire revivre le mythe au cinéma. Et ce sont les Hammer Studios qui vont s'en charger en 1957 avec La Malédiction de Frankenstein. Ce film est le premier à proposer une version colorée de l'histoire de Frankenstein, le noir et blanc étant privilégié avant pour accentuer l'horreur et le gothique, ce qui fait de ce film l'un des plus célèbres sur cette histoire. Peter Cushing incarne un Victor Frankenstein impitoyable et le fameux Christopher Lee joue le rôle de la créature dans une interprétation brutale et plus humaine de l'histoire. Le film a beau avoir un ton nanardesque et s'éloigne malheureusement très loin de l'œuvre originale. Il a continué à établir l'histoire de Frankenstein dans un genre horreur, ce qui lui a valu pas mal de succès à l'époque, mais avec du recul, le film est quand même assez nul. Le prochain film intéressant dans tout l'univers de Frankenstein au cinéma est un film japonais, Frankenstein conquiert le monde de Ishiro Honda. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce monsieur, c'est le créateur de Godzilla et le réalisateur japonais le plus récompensé à l'international, même devant Miyazaki. Face au succès de Frankenstein en Occident, il a voulu l'intégrer à son Kaiju Universe. Bon là on est clairement sur un nanar complet, pas de surprise, avec un monstre de Frankenstein de quelques mètres de haut, avec une tête de neuneu. Mais la raison pour laquelle je vous parle de ce film, c'est surtout pour vous montrer à quel point l'histoire de Frankenstein, sa légende, a touché le monde entier, et surtout comment ce mythe est considéré comme ultra mankable au cinéma à cette époque. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus, je vous conseille d'aller sur le site de Nanarland, ils ont écrit un article super intéressant sur ce film. On se rapproche petit à petit de l'époque moderne de Frankenstein au cinéma, avec le film Young Frankenstein ou Frankenstein Jr. de Mel Brooks, sorti en 1974. Alors bien sûr, ce film n'est pas là pour respecter l'histoire originelle, c'est avant tout une comédie qui parodie grandement l'histoire de Frankenstein et qui par la même occasion réussit à lui rendre hommage. L'utilisation du noir et blanc, les décors et la musique font directement référence au film de 1931. Le film jongle entre l'absurde et le slapstick, dans le style des vieilles comédies où la violence et les chocs sont volontairement exagérés, et Gene Wilder joue le docteur Frankenstein, Terry Garr joue l'assistante écervelée qui boit les paroles du scientifique, et Marty Feldman qui joue Igor, le servant un peu malicieux et pas très fut-fut. Frankenstein Jr. est une comédie intelligente qui fait le choix de ne pas abrutir volontairement ses personnages pour faire rire. Les dialogues sont drôles, les regards de personnages dans le vide lorsqu'ils sont gênés et qu'ils ne comprennent pas quelque chose, c'est hilarant. S'il y a bien un film qui a réussi sur le ton de l'humour et sans l'abîmer à rendre hommage à l'histoire principale et au mythe, c'est ce film-là. Je vais vous parler maintenant du film qui se veut être le plus proche de l'histoire originelle,
le plus proche des écrits de Mary Shelley. Le film, c'est Frankenstein de Kenneth Branagh, sorti en 1994. Alors là-dessus, on peut rien dire, à part quelques libertés qui ont été prises pour les biens de la réalisation, le film reste effectivement très proche de l'histoire du livre. Même si le film peut se vanter d'avoir eu une nomination en 1994 aux Oscars pour les meilleurs costumes, tout est moche. Et en particulier le jeu de Kenneth Branagh, parce que oui, c'est le réalisateur du film, mais c'est également l'acteur principal qui incarne Victor Frankenstein. Bon, le point positif du film, c'est qu'on a quand même le droit à une créature de Frankenstein incarnée par Robert De Niro, mais ça ne suffit malheureusement pas. Et ça nous donne d'ailleurs des scènes assez ridicules, comme une accolade bien huileuse entre le réal et acteur principal et Robert De Niro. Très honnêtement, j'avais hâte de voir ce film car j'en recherchais un vraiment proche de l'histoire originale, mais c'est extrêmement décevant. Tim Burton propose également une adaptation de l'histoire de Frankenstein avec un film en 1984, Frankenweenie, et une nouvelle adaptation en 2012 en dessin animé. Pour la version de 1984, c'est un court-métrage de 30 minutes où Victor Frankenstein serait un petit garçon qui a perdu son meilleur ami du jour au lendemain, donc son meilleur ami chien, et qui décide de le ramener à la vie de la même manière que le savant fou l'aurait fait pour sa créature. Je vous conseille vraiment le court-métrage de 1984, il est vraiment exceptionnel avec une distrib assez folle. On a Barrett Oliver, si vous venez de Barrett Oliver, c'est l'ancien enfant star qui a arrêté du jour au lendemain sa carrière, qui joue du coup Victor Frankenstein. On a Sofia Coppola, et vous pourrez en découvrir d'autres en regardant le court-métrage. Tim Burton décidera de sortir une nouvelle adaptation de son histoire en 2012, en stop motion, comme il sait bien le faire. Par ses personnages, l'animation et l'histoire, le film est vraiment très bon et rend un bel hommage à l'histoire originale de Frankenstein. Un autre film qui pour moi est un plaisir coupable qui retrace en partie l'histoire de Frankenstein, c'est le film Van Helsing. Honnêtement, c'est un film que j'ai vu une bonne dizaine de fois étant gamin, c'est un film qui m'a toujours plu. Pas pour Kate Beckinsale, non, pas du tout. Il y a tout le monstroverse qui est réuni en un seul film. C'est vraiment ça qui est intéressant, de la même manière que ça avait été fait pour la Ligue de Gentlemen Extraordinaires. Et c'est un peu la hype des univers combinés à la Marvel avant Marvel. Je passerai rapidement sur une des adaptations les plus récentes de cette histoire, qui est Dr. Frankenstein, qui est un film sorti en 2015, qui nous propose un Daniel Radcliffe en Igor Goofy, victime d'un James McAvoy qui parle plus vite, qui n'a de choses intéressantes à dire, et qui est surtout, à mon avis, l'une des pires adaptations de cette histoire. Le seul point positif de ce film, c'est que McAvoy met du cœur à l'ouvrage, mais honnêtement le film est très laid, comme Daniel Radcliffe dans le film d'ailleurs, il est très laid. Est-ce que son seul bon rôle, c'est Harry Potter ? Bref, pour les adaptations les plus récentes, on a également Pauvre créature, qui est sorti il y a 1 an, 2 ans déjà, qui est une sorte d'adaptation du mythe de Frankenstein, à sa sauce, pas qu'un peu à vrai dire, où on a un Yorgos Lanthimos qui ajoute à la légende une touche d'excentricité qui est assez intéressante, honnêtement, et avec une Emma Stone qui était fabuleuse, qui a gagné l'Oscar d'ailleurs cette année-là pour Oscar de la meilleure actrice, et c'était mérité. Arrive le mois prochain, donc en novembre, l'adaptation de celui qui à mon avis, devrait être le maître du Dark Universe, Guillermo del Toro. Alors, allons-nous découvrir une nouvelle adaptation qui prend trop de liberté vis-à-vis de l'histoire originelle? On verra, ça sort sur Netflix, il me semble, le 7 novembre, si je dis pas de bêtises. Donc, je regarderai ça avec attention, et puis, bien sûr, je vous ferai un retour. Et pour revenir un peu à la base de l'adaptation de Maggie Gyllenhaal qui va sortir en 2026, il faut savoir qu'en 2017, Universal Pictures a cherché à créer une nouvelle adaptation du film de James Whale de 1935, La fiancée de Frankenstein, dans le but de développer le Dark Universe, qui avait débuté la même année avec le film La Momie avec Tom Cruise. Malheureusement, les studios se perdent très vite dans le choix des équipes. On a Javier Bardem et Angelina Jolie qui devaient incarner respectivement le monstre de Frankenstein et la fiancée. Problème qui arrive, Angelina Jolie souhaite quitter le casting et le réal souhaite la remplacer par Gal Gadot. Une bonne idée, je ne sais pas. Finalement, ça prend un temps fou et à la réception du film La Momie, qui est sorti en 2017, les équipes et le studio déchantent et le projet est abandonné. C'est en 2020 qu'un autre projet pour cette adaptation est annoncé par les studios A24, mon rêve bien sûr, avec Scarlett Johansson dans le rôle de la fiancée, mais malheureusement aucune confirmation n'a été transmise à ce jour. En fin 2022, le réal David Koepp, qui devait être derrière le projet initial, annonce quitter la production. Netflix rejoint l'aventure un petit peu plus tard avec le projet de Maggie Gyllenhaal, dont je vous ai parlé juste avant, qui est The Bride, mais le géant du streaming préfère finalement continuer l'aventure avec le projet de Guillermo del Toro, qui sort bientôt du coup sur Netflix. Maggie Gyllenhaal retombe finalement sur ses pattes et est rejoint par Warner, qui soutient son projet. Et le film sort courant de l'année prochaine, donc 2026, et s'annonce super intéressant. Pour l'histoire, on suivra le monstre de Frankenstein dans les années 30, qui décide de rejoindre Chicago pour trouver un scientifique pour lui créer une fiancée. Nous aurons apparemment le droit à Kristen Bale dans le rôle de la créature et Penelope Cruz dans le rôle de la fiancée. En bref, le monstre a eu le droit à son lot d'adaptations très intéressantes, mais il a également été malmené de tous les côtés
par autant de réalisateurs qu'il en faut pour écrire de mauvaises histoires. On trouve des adaptations, spin-off et crossover encore moins sérieuses durant de nombreuses années, l'image de la créature étant définitivement modifiée à cause d'Hollywood. Dans ces spin-offs, je vais y passer rapidement, mais on a des titres comme Jesse James contre Frankenstein, Frankenstein et l'homme invisible, qui est un désir de Universal Studios de développer le monstroverse, Frankenstein et le monstre de l'espace, allez savoir pourquoi, Frankenstein et les faux monnayeurs, bon c'est des titres français que je vous donne bien sûr, la vie sexuelle de Frankenstein, un Frankenstein français avec Frankenstein 90 avec Jean Rochefort, qui s'est pris une sauce monumentale, et franchement je pourrais encore vous en citer une bonne cinquantaine qui ont bien contribué à pourrir l'image de ce mythe. J'en connais une qui doit vraiment faire des 360 dans sa tombe. Alors comme je vous en parle depuis tout à l'heure des différences entre l'histoire originelle, donc le livre, et les nombreuses adaptations, je pense que vous l'avez remarqué par vous-même, mais la créature de Frankenstein a beaucoup d'intérêt dans son histoire originelle par son intelligence, et non pas parce que c'est simplement un monstre qui cherche à tuer par vengeance. Elle développe une faculté de langage, à la compréhension des sentiments, et finit par devenir un être réfléchi et capable du pire comme du meilleur. Pour ceux qui sont curieux de savoir comment se termine toute cette histoire, laissez-moi vous spoiler outrageusement le fin mot. Pour ceux qui veulent découvrir l'histoire à travers le livre de Mary Shelley ou les films, je vous laisse passer au prochain timecode. Donc notre ami, le monstre de Frankenstein, après s'être échappé du laboratoire de Victor, va errer sans but dans l'espoir de survivre et va très vite tomber sur des méchants humains qui n'ont pas appris à ne pas juger un livre à sa couverture. À leur décharge, il est vraiment décrit comme un monstre repoussant et extrêmement laid. Prends des images du film de Kenneth Branagh car c'est celui qui se veut le plus proche des écrits, c'est juste pour imager, mais le livre reste encore assez différent. Donc bref, la créature disparaît, livrée à elle-même, elle apprend à parler, à lire et à ressentir des émotions humaines, mais rejetée par tous à cause de son apparence, et elle en devient méchante. Elle tente de se rapprocher des humains, notamment d'une famille qu'elle observe en cachette, mais subit toujours l'hostilité et la violence. Revenant à Victor, la créature le retrouve et lui raconte sa propre histoire. Elle demande à Victor de lui créer une compagne, c'est un peu sur cette idée que surfent les films qui parlent de la fiancée de Frankenstein d'ailleurs. Donc Victor accepte dans un premier temps, puis se rétracte, craignant de créer une nouvelle race de monstres. La créature, qui est furieuse face à la décision de Victor Frankenstein, va décider de se venger et elle tue petit à petit les proches de Victor, dont son meilleur ami Clerval et sa fiancée Elisabeth, même son petit frère et son père. C'est pour vous dire à quel point c'est un véritable massacre quoi. Victor est bien sûr brisé, il poursuit la créature jusque dans les glaces du Grand Nord, c'est comme ça que débute le livre d'ailleurs, où il rencontre Walton qui est un explorateur, et peu après avoir fini de lui raconter son histoire, Victor Frankenstein meurt, la créature réapparaît, pleure son créateur, puis s'enfonce dans les glaces, décidé à suivre le dessin de son créateur, à mettre fin à ses jours. Voilà la véritable histoire du monstre de Frankenstein et de son créateur. Pour conclure cette vidéo, il en va de replacer l'église au milieu du village et de vous dire pourquoi l'histoire de Frankenstein fait réellement peur. Parce qu'au-delà du fait d'avoir été détournée dans de nombreux films d'horreur assez simples, l'histoire est effrayante par son tragique, et l'autrice Mary Shelley place dans ses mots, dans ses écrits, une angoisse et une peine tellement énorme qu'elle est ressentie par le lecteur. Franchement, j'ai découvert le livre par curiosité, parce que cette histoire m'intéressait énormément, et du coup, quand on découvre ce livre, on a vraiment cette peur qui en ressort, parce que déjà, forcément, on imagine cette créature, et deuxièmement, parce que ça révèle un peu nos propres angoisses, et le fait de regarder derrière nous, dans notre passé, sur ce qu'on a commis, sur ce qu'on a créé. C'est une sacrée prouesse que de faire ressentir ce genre d'émotion à travers des mots. Alors comment elle a fait? Et bah c'est simple, parce que la vie de Mary Shelley est la même tragédie, voire même pire. Vraiment ce qui l'effraie, elle, c'est pas ce qui se trouve sous son lit la nuit, c'est sa vie qu'elle a vécue et qui est assez horrible. Elle est profondément touchée par la mort de son premier enfant, et c'est vraiment que le début de son histoire. Elle nous conte l'histoire d'un monstre qui est monstre par ceux qui l'entourent, et c'est en réalité une âme en souffrance qui a commis comme seul crime de vouloir être aimée. La solitude et le rejet sont bien au centre du roman de Mary Shelley. Donc ce n'est définitivement pas une histoire de fantôme qui peut ressembler aux autres, et l'autrice nous démontre que, tout comme le monstre de Frankenstein et son créateur, le plus compliqué, c'est de regarder derrière nous, regarder dans notre passé. Par tout simplement peur ce qui s'y trouve, l'horreur émotionnelle et morale est plus lourde que n'importe quelle histoire de fantôme. Pour le titre Frankenstein ou le Prométhée moderne, il faut savoir que Prométhée est une figure mythologique qui a été punie par les dieux pour avoir fourni le feu aux hommes. Puni en étant enchaîné à un rocher et en se faisant grignoter le foie petit à petit par un aigle qui ne faisait que repousser inlassablement. Donc c'est un peu la souffrance psychologique, mentale et même physique que ressent Victor Frankenstein dans cette œuvre.
œuvre. Donc grâce à ce livre, on peut se demander est-ce que la connaissance est égale à la destruction et est-il puni à cause, grâce à sa découverte et à sa science. Vous pourrez peut-être le découvrir à l'écran avec le prochain film de Guillermo del Toro qui sera peut-être plus proche de l'histoire que en tout cas ce que la bande-annonce nous laisse voir, ou peut-être vous serez tenté par la lecture de ce livre que bien évidemment je vous conseille. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, elle était assez différente de ce que Bloopers propose en général. J'avais très envie de vous parler de cette histoire qui est super intéressante, je me suis pas mal renseigné sur ce sujet-là, et j'espère pouvoir vous en proposer d'autres dans ce style-là. Là, ça tombait bien en l'occurrence avec la période d'Halloween. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et surtout si vous voulez voir d'autres types de vidéos comme ça. Et également, n'hésitez pas à me dire quel est votre film préféré sur l'histoire de ce mythe. On se retrouve sur TikTok, Instagram ou Spotify pour le podcast, et sur YouTube, je l'espère, pour d'autres vidéos de ce style, et je vous dis à très bientôt.